As the world watches and listens in horror, the peaceful pro-democracy demonstration in China comes to a violent and bloody end. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Wolves hiding nearby, whispering do or die around me. You say your last goodnight while I get There is another very important phase of warfare. It has as its target not the body, but the mind of the enemy. The target of psychological warfare is against the enemy's mind. Psychological Operations Soldiers, also known as PSYOP, are experts in their field. Using their unique skills, they plan, analyze, design, disseminate, and evaluate actions and messages across a range of military operations. Typically operating in small autonomous teams or with other special operations and conventional forces, PSYOP soldiers support commanders, U.S. ambassadors, allies, and other governmental agencies. Psychological operations, that's the future of conflict, whether from a strategic or anti-insurgency standpoint. Psychological operations and the whole mental field is really going to be where that fight is. PSYOP soldiers utilize a variety of techniques and unconventional capabilities, such as cultural expertise, language proficiency, and advanced communication techniques to influence foreign audiences and develop relationships with a country's civilian population, government figures, military, and law enforcement. C'est le titre d'une enquête extrêmement bien fouillée du New York Times aujourd'hui, où l'on nous dit que depuis 9 ans, la CIA a un peu plus qu'un pied en Ukraine. Merci de nous avoir rejoint, Laura Pouget. Concrètement, comment ce maillage s'est-il structuré, Laura ? Eh bien, Anne, l'enquête du journal américain commence par une description, celle d'une base militaire ukrainienne nichée dans une forêt, abandonnée et détruite. En apparence, car, je cite, un passage discret descend vers un bunker souterrain où des équipes de soldats ukrainiens traquent les satellites espions et écoutent les conversations entre commandants russes. Un centre de l'armée ukrainienne, me direz-vous. Mais pas seulement. La base est presque entièrement financée et en partie équipée par la CIA, écrit le New York Times, évoquant un secret. Et selon le journal américain, elle est loin d'être la seule. 12 bases CIA sont positionnées en Ukraine le long de la frontière russe. 12 bases auxquelles il faut ajouter 2 autres bases d'interception des communications russes, elles aussi financées par la CIA. Un partenariat. Le 27 novembre jusqu'à la chute de Yanukovych, le président ukrainien, tout montant sur la place de Maïdan. Je voudrais juste, pour commencer, que vous ayez un sentiment ou une approche concrète de ce qu'est une révolution, parce qu'en France, Dieu merci, on n'a pas besoin d'en faire. L'heure est à l'incertitude en Géorgie à l'issue des élections législatives de samedi. La commission électorale attribuait la victoire au parti au pouvoir avec un score de 48,5% contre 45% pour l'opposition. À 30 ans, ce jeune Français est un des conseillers officieux du président géorgien. Depuis plus d'un mois, l'opposition bloque le centre-ville de la capitale géorgienne et réclame la démission de Mikhail Saakashvili.
et qu'on nous rende notre voie électorale qui précisément était là pour conforter le destin européen. Donc la population demande à l'Europe de réagir, de évidemment ne pas reconnaître, de continuer à ne pas reconnaître ce gouvernement illégitime et de prendre les mesures que les Européens considèrent comme nécessaires pour être, eux, fidèles à leur idéal et à leurs paroles. La grande explication de classe progresse, ça tire dans tous les sens. C'est un petit peu ce qui peut résumer la dernière période du 18 au 29 novembre que cette revue de presse du PRCF numéro 9 va analyser. Effectivement, ça tire dans tous les sens, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça tire au sens propre, comme le prouve l'événement de cette dernière période, puisqu'il s'agit de la Russie qui est sous le feu occidental, un feu qui a débuté mardi 19 novembre 2024 lorsque, comme le rapporte le Figaro, l'armée ukrainienne a bien frappé la région frontalière russe de Bryansk avec des missiles américains de longue portée Atacams. C'est ce qu'a confirmé d'ailleurs à l'AFP un haut responsable ukrainien sous couvert d'anonymat. Rappelons que les missiles Atacams sont des missiles à longue portée dont l'usage a été autorisé par les États-Unis pour que le régime pro-nazi de Kiev frappe le territoire russe en profondeur. Cette décision a été prise par l'administration Biden et elle s'inscrit dans la continuité de ce qu'une revue de presse a évoqué en septembre dernier, à savoir la décision du Parlement européen du 18 septembre d'autoriser l'emploi de missiles européens, surtout français au demeurant, pour frapper la Russie sur son territoire. En réaction, poursuit le Figaro, le président russe Vladimir Poutine a signé mardi, donc 19 novembre, au millième jour de son offensive contre l'Ukraine, le décret élargissant les possibilités de recours à l'arme nucléaire. Juste après que les États-Unis ont autorisé Kiev à frapper le sol russe avec ses missiles à longue portée. Aussitôt, l'oligarchie euro-atlantique, alors que ce soit Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, qui comparait l'Europe à un jardin et le reste du monde à une jungle en 2022, Joe Biden ou le Tartuffe Macron ont qualifié l'attitude de Moscou d'irresponsable. De telles réactions témoignent surtout de l'irresponsabilité de ceux qui sous-estiment la détermination de Vladimir Poutine à faire face à l'Ukraine otanisée, et qui sont en train d'entraîner l'ensemble du continent européen vers la conflagration généralisée. Preuve de cette irresponsabilité, eh bien l'attitude de Macron et du Premier ministre britannique Keir Starmer, qui est travailliste, précisons-le, comme le montre Le Monde du lundi 25 novembre 2024, puisque nous apprenons ceci, alors que le conflit en Ukraine connaît une nouvelle phase d'escalade, les discussions sur l'envoi de troupes occidentales et de sociétés de défense privées sur le sol ukrainien ont été réactivées. C'est ce qu'a appris Le Monde de sources concordantes. Des débats sensibles pour l'essentiel classifiés, mais bel et bien relancés dans la perspective d'un éventuel désengagement américain du soutien à Kiev après la prise de fonction de Donald Trump aux États-Unis le 20 janvier 2025. Le débat sur l'envoi de troupes en Ukraine, amorcé avec fracas par le président français Emmanuel Macron lors d'une réunion entre alliés de Kiev à Paris en février dernier, avait suscité une vive opposition de la part de certains pays européens, l'Allemagne en tête. Ce scénario n'a pas été enterré pour autant. Il a même repris de la vigueur ces dernières semaines, selon les informations du Monde, à la faveur de la visite en France du Premier ministre britannique Keir Starmer, lors des cérémonies du 11 novembre. C'est la raison pour laquelle le PRCF lance un appel pressant aux militants du mouvement populaire et à toutes les forces réclamant de la paix et de l'indépendance nationale, afin de, c'est ce que dit l'appel, s'entendre au plus tôt sur les thématiques suivantes: désescalade, négociations en Ukraine et sur tous les théâtres potentiels de la guerre mondiale en marche, Ukraine, Proche-Orient, Iran, Mer Rouge, détroit de Taïwan, péninsule coréenne. Pas un soldat français, plus une arme française en Ukraine. Macron, ça suffit de jouer les fanfarons dangereux en dessinant une cible dans le dos de chaque Français. Deuxième point important, annulation de la loi de programmation militaire qui double le budget militaire d'ici 2030, tout en ruinant les comptes publics et en pesant sur les salaires, les pensions, la sécu et les services publics. Troisième point fondamental, au plus tôt sortons de l'alliance agressive de l'OTAN. Et au-delà, naturellement, sortons de l'UE du capital, partenaire stratégique de l'OTAN depuis 2002 et qui conduit l'ensemble du continent européen au désastre.
Feu de tout bois à travers le chiffre de la période, important, 300 milliards, mais qui a suscité des critiques. Pourtant, c'est le montant de l'aide en développement, 300 milliards donc d'euros, promis par 23 pays développés et l'UE, désigné en 1992 comme responsable historique du changement climatique. Cette promesse a été faite en clôture de la COP29 qui se tenait à Bakou en Azerbaïdjan. France Info du dimanche 24 novembre précise à ce sujet, c'est 3 fois plus que le précédent accord, fixé lors de la COP15 qui prévoyait 100 milliards de dollars par an entre 2020 et 2025. Mais c'est 2 fois moins que ce que réclamaient les pays en développement et un effort très réduit si on prend en compte l'inflation. C'est en tout cas ce qu'ont fustigé les ONG. Et France Info précise que le texte prévoit que la contribution des pays riches provienne de leurs fonds publics, complétés par des investissements privés qu'ils mobilisent ou garantissent, ou par des sources alternatives, ce qui signifie d'éventuelles taxes mondiales toujours en cours de réflexion, sur les grandes fortunes, paraît-il, l'aviation ou le transport maritime. Les pays occidentaux réclamaient d'élargir la liste des États à qui incombe la responsabilité de la finance climatique, estimant que la Chine, Singapour ou des pays du Golfe s'étaient depuis enrichis. Mais Pékin avait tracé une ligne rouge et a obtenu gain de cause. L'accord de Bakou invite les pays non développés à fournir des contributions financières, mais elles resteront bien volontaires, est-il explicitement stipulé. L'accord incorpore néanmoins une nouveauté. Désormais, les financements climatiques des pays non développés accordés via des banques multilatérales de développement pourront être comptabilisés dans l'objectif des 300 milliards. Les Européens, vous vous en doutez, s'en sont félicités. Globalement, cette COP29 n'a pas été un grand succès, notamment au sujet des énergies fossiles. Car France Info précise que c'était le mot tabou de cette COP. Toute mention explicite à la transition vers la sortie des énergies fossiles, acquis principal de la COP28 de Dubaï, a disparu dans la finalisation des principaux textes. C'est le reflet d'une bataille de tous les diables avec des pays producteurs selon un négociateur européen. Elle n'apparaît qu'implicitement dans des rappels de l'existence de l'accord adopté l'an dernier. Une bataille menée notamment par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, qui indiquait à Euronews du 12 novembre dernier, enfin c'est plutôt Euronews qui indiquait ceci, c'est ce qu'a dit Ilham Aliyev, le président azerbaïdjanais, eh bien il s'en est pris aux médias occidentaux, aux militants pour le climat et aux critiques de l'industrie pétrolière et gazière azerbaïdjanaise, les qualifiant d'hypocrites. Puisque les États-Unis sont le plus grand producteur de pétrole au monde. Et Ilham Aliyev avait ajouté « Le pétrole et le gaz sont un don de Dieu, tout comme le soleil, le vent et les minéraux. Toutes les ressources naturelles, qu'il s'agisse du pétrole, du gaz, du vent, du soleil, de l'or, de l'argent, du cuivre, tout ce qui est une ressource naturelle, et les pays ne devraient pas être blâmés pour les avoir, ni pour avoir mis ces ressources sur le marché. » Alors en somme, et sans que de tels propos soient soutenables, nous constatons qu'il s'agit d'une attaque en règle contre l'hégémonie euro-occidentale toujours plus critiquée. Et pour cause, puisque leurs représentants ont affiché une nouvelle fois leur arrogance, comme par exemple à l'occasion du G20 de Rio, comme le rapporte Le Monde du jeudi 21 novembre 2024. Pour preuve. Dans une vidéo tournée mardi 19 novembre à Rio de Janeiro au Brésil et qui circule sur les réseaux sociaux, le président français, Emmanuel Macron, pas encore lui, a estimé que les responsables haïtiens qui ont limogé Gary Conille, nommé Premier ministre il y a 5 mois pour tenter de stabiliser le pays, étaient, je cite les propos de Macron, complètement con, ce qui a provoqué la convocation de l'ambassadeur de France en Haïti. Sur des images tournées en marge du G20, en dehors de la présence de la presse, avant son départ vers le Chili, le chef de l'État répond selon son entourage à un Haïtien qui l'interpellait de manière insistante, en l'accusant lui et la France d'être responsables de la situation en Haïti. Et il y a de quoi accuser, soit dit en passant. Là, franchement, c'est les Haïtiens qui ont tué Haïti, en laissant le narcotrafic, lui répond Emmanuel Macron. Et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super, je l'ai défendu, ils l'ont viré, a-t-il ajouté, en référence au limogeage de Gary Conille par le Conseil présidentiel de transition haïtien. C'est terrible, c'est ce que dit Macron. Et moi, je ne peux pas le remplacer, heureusement pour les Haïtiens d'ailleurs. Ils sont complètement cons. Il n'aurait jamais dû le sortir, le Premier ministre était formidable, poursuit Macron avant que la vidéo s'interrompe. Bon, vous voyez qu'il est plus que temps de réclamer la démission de ce fou furieux à la tête de l'Élysée qui conduit le pays vers le chaos, et d'ailleurs l'ensemble du continent européen à minima aussi. L'image de cette dernière période, nous allons à Bordeaux pour voir la place Stalingrad. Alors pourquoi montrer la place Stalingrad de Bordeaux? Car elle pourrait bientôt ne plus s'appeler ainsi. En effet, le 17 novembre dernier a été lancée une pétition intitulée « Renommons la place Stalingrad à Bordeaux en place de l'Ukraine ». Et de justifier, celui qui a lancé cette pétition, nous allons en dire quelques mots d'ailleurs après, eh bien de justifier la démarche ainsi.
À Bordeaux, la place Stalingrad porte un nom qui évoque une page de l'histoire, mais qui est aussi étroitement associé à l'Union soviétique. Logique d'ailleurs. Ce nom, dans le contexte actuel, peut être perçu comme un rappel d'un passé oppressif pour des peuples qui ont lutté pour leur indépendance. Nous proposons de rebaptiser cette place en place de l'Ukraine, pour marquer notre solidarité avec ce pays et son peuple. Ce changement symbolique serait un acte fort de soutien à une nation en souffrance, tout en reflétant les valeurs universelles de paix et de liberté auxquelles Bordeaux et ses citoyens sont profondément attachés. Alors qui est l'auteur de cet appel? William Alain Miel-de-Bourg, apparemment âgé de 90 ans, issu de la famille propriétaire du domaine viticole Siran dans le Bordelais. Or, et c'est indiqué sur le site internet du domaine Siran, on apprend qu'établi à Portets au XVIIe siècle, la famille Miel compte parmi ses membres des maires, jurats, conseillers du roi. Élie Miel embrasse la profession de courtier en 1793. Ses descendants poursuivent cette charge de courtier sans discontinuer jusqu'en 1970. Leur dynamisme leur fit investir dans la viticulture médocaine entre 1920 et 1950. Il serait intéressant de savoir si, comme l'a très bien montré l'historien Christophe Lucan, spécialiste de l'histoire du vin, dans son ouvrage « Le vin et la guerre », eh bien il serait intéressant de savoir si la famille Miel a, entre 1940 et 1944, comme nombre de vignobles français, vécu le chagrin et la pitié, un monde où le cynisme commercial et la cupidité ont côtoyé l'opportunisme le plus obscène, et parfois la réserve, voire quelques rares résistances. C'est le temps où la loi du profit et la cupidité l'emportèrent largement sur le sens patriotique. Une chose est certaine à l'heure actuelle, c'est que dans l'immédiat, il importe de signer la contre-pétition, initiée par Martin Bonnefoy et relayée par Initiative communiste. Une contre-pétition intitulée « Pas de revanche posthume pour les vaincus hitlériens de Stalingrad ». Car le contexte actuel ne saurait justifier, comme l'indique la contre-pétition, un effacement de notre mémoire historique antifasciste. Considérant que le nazisme a été, entre autres horreurs, une forme exacerbée et exterminatrice de la haine anticommuniste, antisémite, antisyndicale, grossièrement raciste et russophobe, s'attaquer à titre posthume à la mémoire des héroïques vainqueurs de ces barbares, c'est tenter de manière scandaleusement négationniste de réhabiliter toute la tradition raciste, colonialiste, anticommuniste et belliciste. Halte aux hypocrites qui, trop souvent cachés sous le masque humaniste d'un soutien au peuple ukrainien, sont en réalité nostalgiques des vaincus hitlériens de Stalingrad, comme l'attestent les hommages répétés du régime de Kiev au pogromiste ukrainien antisémite Stepan Bandera. Et donc, comme l'indique cette vidéo, signez cette importante contre-pétition pour que le nom de Stalingrad reste bel et bien présent à Bordeaux. Dans cette dernière période, eh bien, nous allons parler d'une personnalité que nous connaissons trop malheureusement, mais quand même, Angela Merkel. Et oui, elle est de retour. Le Monde du mardi 26 novembre 2024 parle de l'ancienne chancelière allemande qui publie ses mémoires, intitulées Freiheit, tout simplement, liberté, qui sortent concomitamment dans une trentaine de pays, dont la France, mais aussi les États-Unis, la Russie, la Chine, la Turquie et l'Ukraine. Mémoires dans lesquelles elle se livre à un exercice d'explicitation et de justification de ses grands choix stratégiques, malgré les critiques sévères dont fait l'objet son bilan depuis son départ du pouvoir en décembre 2021. Selon Le Monde, ces mémoires paraissent alors que les années Merkel font l'objet d'une relecture particulièrement sévère. En particulier depuis l'invasion, ça c'est le mot du monde, de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022. L'ex-chancelière est en effet accusée tout à la fois de s'être montrée trop bienveillante envers Vladimir Poutine, d'avoir accru la dépendance de son pays au gaz russe et au marché chinois, et de s'être contentée de gérer la prospérité héritée des réformes, enfin contre-réformes, de son prédécesseur Gerhard Schröder, au risque de négliger les investissements dans les infrastructures, le numérique ou les énergies vertes. Bon, ça c'est ce que dit Le Monde, on l'aura compris. Jamais elle n'a été aussi attaquée que sur sa gestion de la crise migratoire, où elle a ordonné de ne pas refouler les réfugiés arrivant aux frontières du pays en septembre 2015. Expliquer ses motivations d'alors, sa vision de l'Europe et de la mondialisation l'ont poussée à écrire ses mémoires. C'est ce que Angela Merkel affirme dans l'ouvrage publié en France aux éditions Albin Michel. Depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, il lui a été reproché d'avoir rendu l'Allemagne dépendante aux livraisons de gaz russe. Or, souligne-t-elle, la création du gazoduc Nord Stream 1 avait été signée par son prédécesseur, le social-démocrate Gerhard Schröder, devenu ensuite président du comité des actionnaires et du conseil de surveillance de cette société. Au sujet de Vladimir Poutine, Merkel estime qu'en dépit de toutes les difficultés, elle a bien fait d'avoir tenu à ne pas laisser les contacts avec la Russie se rompre, et à préserver également des liens par les relations
relations commerciales au-delà des avantages économiques mutuels. Car souligne-t-elle, la Russie est avec les États-Unis une des deux principales puissances nucléaires mondiales. Et elle voisine l'Europe. Alors voilà de quoi agacer, on s'en doute, les russophobes de tout poil. N'oublions pas surtout que Merkel aura été, malgré tout, la chantre de l'ordolibéralisme, appliqué par ses laquais français, Sarkozy, Hollande et Macron. Après, c'est elle qui aura aussi, rappelons-le, matraqué la Grèce, via le social-traître Tsipras. Bref, c'est elle qui aura surtout mené une politique mortifère pour les travailleurs, les services publics, les libertés démocratiques et la souveraineté populaire et l'indépendance nationale de tous les pays de l'Union européenne. Une politique dont nous payons encore aujourd'hui le prix fort. La déclaration de cette dernière période, alors il y en a pas mal, mais gardons une formule choc, encore une fois, assassin de la paix. Cette accusation a été formulée par Ayman Odeh à l'encontre de Benyamin Netanyahou dans une vidéo publiée sur le compte X d'Odeh lundi 18 novembre. Et l'Humanité du mercredi 20 novembre 2024 précise qu'Ayman Odeh, député communiste israélien, a été expulsé de la Knesset pour avoir dénoncé les crimes de Benyamin Netanyahou. La Knesset étant le Parlement israélien. Odeh a notamment déclaré « Il y a 17 385 bébés à Gaza que votre système a tués, dont 825 avaient moins d'1 an. Il y a 35 055 bébés orphelins à Gaza. Leur sang vous hantera. » Odeh a donc été expulsé de la Knesset, tandis que l'Humanité ajoute que la semaine du 11 novembre, le comité d'éthique de la Knesset a suspendu pour 6 mois un autre député communiste, Ofer Kassif, qui lui aussi avait vilipendé la politique coloniale d'Israël. Cette accusation d'Ayman Odeh a été renforcée par le mandat d'arrêt international lancé par la Cour pénale internationale, comme le rapporte RFI jeudi 21 novembre. La Chambre a émis des mandats d'arrêt contre 2 individus, M. Benyamin Netanyahou et M. Yoav Gallant, pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au moins à partir du 8 octobre 2023, faudrait voir avant en réalité, jusqu'au 20 mai 2024, faut aller au-delà, au moins, jour où l'accusation a déposé les demandes de mandat d'arrêt. C'est ce qu'a déclaré dans un communiqué la CPI qui siège à La Haye. Ajoutant dans un autre communiqué qu'un mandat a également été émis contre Mohamed Deif, le chef de la branche armée du Hamas. Ces accusations concernent la riposte israélienne meurtrière qui fait suite aux attaques perpétrées par le Hamas le 7 octobre. La CPI dit avoir des motifs raisonnables de croire que M. Netanyahou et M. Gallant portent la responsabilité pénale des crimes suivants. Le crime de guerre consistant à utiliser la famine comme méthode de guerre, crimes contre l'humanité, parmi lesquels des meurtres, persécutions et autres actes inhumains, et la perpétration d'attaques intentionnellement dirigées contre la population civile. Ces mandats d'arrêt sont un événement, car c'est la première fois que la CPI réclame l'arrestation d'alliés des Occidentaux, et des États-Unis en particulier. C'est ce que rapporte la correspondante de RFI à La Haye, Stéphanie Maupas. Alors fort heureusement pour lui, on s'en doute, le boucher Netanyahou, qui a qualifié d'antisémite la décision de la CPI, c'est normal, s'estimant victime d'un nouveau procès Dreyfus, eh bien Netanyahou peut compter sur le soutien de toutes les forces d'extrême droite et des CI d'Euro-Atlantique. Et déjà, le soutien des États-Unis, qui rejettent catégoriquement la décision de la Cour pénale internationale d'émettre des mandats d'arrêt contre de hauts responsables israéliens. Ainsi qu'a réagi un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Soutien également de la France, comme le précise Le Monde. Le Quai d'Orsay a diffusé mercredi 27 novembre un communiqué concernant le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale à l'encontre du Premier ministre israélien, affirmant que selon la France, Benyamin Netanyahou pourrait bénéficier d'une immunité. Et ce, alors qu'un article du statut de Rome instituant la CPI aborde la question de l'immunité de dirigeants de pays qui ne reconnaissent pas la Cour, mais reste ouvert à diverses interprétations. La France respectera ses obligations internationales, étant entendu que le statut de Rome exige une pleine coopération avec la CPI et prévoit également qu'un État ne peut être tenu d'agir d'une manière incompatible avec ses obligations en vertu du droit international en ce qui concerne les immunités des États non partis à la CPI. C'est ce qu'a écrit le ministère des Affaires étrangères. Le Quai d'Orsay poursuit en affirmant que de telles immunités s'appliquent au Premier ministre Netanyahou et aux autres ministres concernés, et devront être prises en considération si la CPI devait nous demander leur arrestation et remise. Alors interrogé un petit peu plus tôt, le mercredi 27 novembre au matin, sur France Info, quant à la possibilité d'une arrestation en France du Premier ministre israélien, eh bien le chef de la diplomatie française, M. Jean-Noël Barrot, avait évoqué de possibles questions d'immunité pour certains dirigeants prévus par le traité de Rome. Les criminels finissent toujours par s'entraider entre eux. C'est assez logique.
L'infolute de la période, et là aussi c'est feu mais malheureusement contre des travailleurs, comme souvent d'ailleurs, ce sont les fermetures d'usines d'ArcelorMittal. Et BFM TV indiquait déjà mercredi 20 novembre que les centres de services d'ArcelorMittal à Reims dans la Marne et à Denain dans le Nord, que le géant de la sidérurgie a dit mardi 19 novembre envisager de fermer, eh bien se sont mis en grève spontanée dès le mercredi 20 novembre. Les sites de Denain et de Reims sont totalement en grève. Tout le monde est sorti spontanément, sans appel à la grève, a déclaré Benoît-Jean Leroy, délégué CFDT du site ArcelorMittal Centre-Service de Reims. Le site de Denain s'était déjà mis en grève dès mardi d'ailleurs. Et cette grève s'est poursuivie, comme l'indique TV5 Monde, le mardi 26 novembre. Les salariés des centres de services français d'ArcelorMittal sont en grève mardi 26 novembre pour défendre leurs emplois, après la confirmation la veille de la suppression de 135 postes. Ce mouvement à l'appel d'une intersyndicale, CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, qui a débuté lundi sur certains sites, fait suite à l'annonce des projets de fermeture de 2 sites de la société, à Reims et à Denain, avec la suppression de 135 emplois, 113 à Reims, 21 à Denain et 1 à Ottmarsheim dans le Haut-Rhin. La direction a confirmé ce projet lundi, annonçant également la création de 19 emplois sur d'autres sites. À l'entrée du site de Denain, entre des feux de palette, environ 150 personnes se sont rassemblées le mardi 26 novembre à la mi-journée. Des salariés locaux, mais aussi d'autres sites industriels de la région venus les soutenir, dont des salariés d'ArcelorMittal Dunkerque, ainsi que des élus. Pour Gaëtan Lecoq, secrétaire général CGT ArcelorMittal Dunkerque, qui emploie plus de 3000 personnes, un scénario noir est en train de s'écrire, où Denain et Reims ne sont que le début d'une longue liste de sites que le géant de la sidérurgie pourrait fermer. L'annonce de la fermeture du site de Denain, ça m'a choqué, j'aurais jamais pensé ça. On ferme alors qu'on était dans le vert, confie à l'AFP Patrick Descamps. Casque et gilet orange, bientôt 60 ans, dont 19 au sein d'ArcelorMittal, centre de service à Denain. Il souligne que les anneaux olympiques fixés sur la tour Eiffel sont sortis de cette usine. ArcelorMittal a bien profité de l'État, notamment via le dispositif d'activité partielle de longue durée, en vigueur depuis 2 ans, accuse Patrick Descamps, comme de nombreuses personnes présentes. Salariés et syndicats déplorent également qu'un groupe de cette ampleur ne propose que très peu de solutions de redressement aux salariés, dont les postes sont supprimés, et refuse selon eux des offres de reprise du site de Denain. A raison. Le groupe a expliqué les suppressions de postes par un marché en baisse de 30% depuis 2019, et les importations extra-européennes à bas prix qui déséquilibrent les conditions de concurrence. Nous saluons Patrick Descamps, d'autant plus facilement que le PRCF était présent dès mercredi 20 novembre à Denain, auprès des travailleurs d'Arcelor, et de nouveau mardi 26 novembre. Nous avions d'ailleurs réalisé un premier entretien dès le mercredi 20 novembre. Et nous allons continuer à soutenir les travailleurs d'Arcelor à Denain, et ailleurs, comme tous les autres travailleurs victimes de l'ordre capitaliste, qui, précisait le Parisien début novembre dernier, est quand même responsable de la défaillance de 66 000 entreprises lors des 12 derniers mois. On est bien loin de la prétendue réindustrialisation tant vantée mensongèrement par la Macronie. L'info facho de la période, de cette dernière période, eh bien c'est un projet de loi qui a suscité grand bruit, puisque c'était un projet de loi de LFI au sujet de l'apologie du terrorisme. Ouest France du samedi 24 novembre 2024 explique les enjeux du problème. Les députés LFI ont déposé une proposition de loi visant à abroger le délit d'apologie du terrorisme du Code pénal, qui a selon eux accentué l'instrumentalisation de la lutte antiterroriste contre la liberté d'expression. Le texte déposé par le député du Nord Hugo Bernalicis veut supprimer ce délit créé par une loi de 2014, estimant qu'en la matière suffit la loi du 29 juillet 1881 traitant des faits relevant des délits d'apologie de crimes de guerre, d'apologie de crimes contre l'humanité. De quoi susciter en tout cas un tir de barrage unanime de l'extrême droite au Parti socialiste. Car la controverse a également percé à gauche avec une cinglante réplique du premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, qui revenait initialement sur les critiques de Jean-Luc Mélenchon contre le chancelier socialiste allemand Olaf Scholz sur sa position vis-à-vis de la décision de la CPI à l'égard de Benyamin Netanyahou. On en a parlé. Je regrette la position allemande, qui n'est pas la mienne, puisque, évidemment, Olaf Scholz soutient Netanyahou. Mais au même moment, je ne dépose pas un texte qui abroge purement et simplement le délit d'apologie du terrorisme, dont la définition demande simplement à être précisée pour en éviter les dérives. Il est impératif de protéger les libertés publiques, mais aussi de protéger les Français du fanatisme et des appels à la violence et à la haine. C'est ce qu'a écrit sur le réseau social X Olivier Faure. Alors il était évident, politiquement, que proposer une telle loi ne pouvait que susciter l'indignation généralisée des tenants de l'ordre euro-atlantique. Pourtant, ce texte met le doigt sur une réalité.
le détournement d'un texte visant à criminaliser de plus en plus des militants politiques, des syndicalistes, des militants associatifs. Pensons au secrétaire de l'UD-CGT du Nord, Jean-Paul Delescaux, auquel le PRCF avait apporté son soutien plein et entier fin mars dernier alors qu'il était accusé d'apologie du terrorisme. Il comparaissait alors devant le tribunal correctionnel de Lille. Comme l'écrivait le PRCF à l'époque, le motif, le refus d'avoir cédé en fait à la tyrannie des médias aux ordres, apportant un soutien inconditionnel à la théocratie fasciste israélienne. C'est ce que font les médias aux ordres. Rappelons d'ailleurs que cette expression est celle du maire de Tel Aviv, Ron Huldaï, en date du 4 décembre 2022. Et finalement, une tyrannie qui, depuis l'attaque meurtrière du 7 octobre 2023, a conduit une politique génocidaire dans la bande de Gaza, comme l'a récemment affirmé la Cour internationale de justice. C'est ce que déclarait le PRCF fin mars dernier. Seulement voilà, comme l'explique le journaliste Christophe Hayad dans Le Monde du jeudi 28 novembre, dommage, car en présentant une proposition de loi ambivalente, à contretemps et sans concertation destinée à abroger le délit d'apologie du terrorisme, le député LFI Hugo Bernalicis, spécialiste des questions de sécurité du groupe Insoumis, a probablement enterré pour longtemps l'occasion de réformer une loi de 2014 en train d'être détournée de son objet. Mais LFI ne porte pas seul la responsabilité de ce fiasco législatif. Tout à leur volonté de diaboliser un adversaire politique, l'extrême droite, la droite, le centre, et même une partie des socialistes ont préféré se livrer à une polémique politicienne plutôt qu'engager un débat sur un vrai sujet. Ils ont privilégié les épithètes infamantes, anti-France, ignobles, innommables, pour disqualifier LFI, dont plusieurs responsables sont, rappelons-le, poursuivis ou ont été convoqués pour ce motif, d'apologie du terrorisme, à un véritable travail parlementaire sur un texte qui n'était pas encore à l'ordre du jour. Cela ne doit pas mettre malgré tout un terme à la nécessité de mettre fin à la répression fascisante sous couvert d'apologie du terrorisme. C'est d'ailleurs ce que déplorait l'ancien juge antiterroriste Mark Trevidic dans Libération en octobre dernier. Dénonçant un véritable abus, un usage totalement dévoyé de la loi, Mark Trevidic estimait qu'il aurait fallu laisser l'apologie du terrorisme dans la loi sur la presse et édicter un texte de répression spécialement consacré aux sites de propagande djihadiste. Actuellement, tous les tribunaux sont compétents. Tous les juges peuvent apprécier si une parole, un texte, une pancarte est un acte terroriste ou pas. Or, c'est une notion qu'il faut savoir manier. C'est dangereux de ne pas avoir de spécialistes là-dessus, estime Mark Trevidic. L'apologie de crimes de guerre, par contre, est restée inscrite dans la loi sur la presse. On peut aujourd'hui clamer que les bombardements sur Gaza sont légitimes sans être poursuivis, ou alors dans le cadre de la loi sur la presse avec beaucoup de contraintes, avance Mark Trevidic. Tandis qu'un simple tag en soutien à la Palestine vous fait encourir la prison. Il faudrait oser faire marche arrière. Tout cela m'a servi de leçon, conclut Mark Trevidic. L'UE au quotidien, dans cette dernière période, inévitablement, vous vous doutez, c'est le traité entre l'UE et le Mercosur, qui va peut-être être adopté, on en saura plus. En tout cas, la mobilisation des paysans a débuté le lundi 18 novembre 2024. Et le Figaro a le jour même relayé nombre d'initiatives et de réactions, à l'image de celle très intéressante de Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France et ancien ministre du gouvernement Fillon, un temps pressenti par ailleurs pour être Premier ministre en septembre dernier, et qui a déclaré lundi 18 novembre sur TF1 « Si la Commission européenne et l'Union européenne valident cet accord avec le Mercosur, c'est un coup de poignard dans le dos de la France et de l'agriculture, et ce serait la première fois que l'UE envisage son avenir sans la France et contre la France. Ça serait quelque chose de dramatique sur l'histoire encore à écrire de l'UE. La première fois, non. La énième fois, il y en aura d'autres en réalité derrière. En réalité, c'est surtout la confirmation de la nécessité urgente de sortir de l'UE du capital. Parce que les paysans de France et d'Europe sont sacrifiés sur l'autel du libre-échange capitaliste. Mais il n'y a pas que. Il ne faut pas oublier quand même les paysans des pays membres du Mercosur. Comme le souligne Avant-Garde, jeudi 28 novembre. Loin d'être les vilains concurrents des agriculteurs français, la plupart des paysans du Brésil font face à la même alliance impérialiste, c'est ce qu'indique Avant-Garde, entre agro-industrie brésilienne et capital industriel européen. Les travailleurs agricoles français et brésiliens ont tout intérêt à la réorientation de leurs productions respectives vers la souveraineté alimentaire nationale et à une coopération juste entre les peuples. Depuis plusieurs semaines, les millions de travailleurs sans terre du Brésil
se lève contre le Mercosur. Cette alliance économique, douanière et politique qui compte parmi ses membres l'Uruguay, le Paraguay, le Brésil, l'Argentine et la Bolivie. Ces 5 pays produisent 50% de la production mondiale de soja, possèdent un cheptel de 27 millions de bovins, 40% de la production de café, etc. Mais ces productions se concentrent sur des latifundia, ces grandes cultures extensives dont les propriétaires, fervents soutiens de Bolsonaro, sont ceux qui poussent pour l'accord avec l'UE. Ceux-là ont tout à gagner à pouvoir continuer de commercer avec l'Europe, l'UE, qui accepterait de baisser ses droits de douane, encourageant ainsi de prolonger le modèle agricole brésilien, plutôt un faux modèle, concentré sur l'exportation et gourmand dans son usage des pesticides. Le Brésil est un des principaux consommateurs de pesticides dangereux dont plusieurs sont interdits dans l'UE. En tout cas, la levée de boucliers est quasi unanime en France, où même le Sénat s'oppose au traité, poussant la Macronie à chercher une minorité de blocage au niveau européen. C'est ce qu'expliquent les Échos du mercredi 27 novembre. Depuis plusieurs semaines, la France met tout son poids dans la balance pour constituer une minorité de blocage pour faire barrage à un accord commercial, tel redoute qu'il affecte ces secteurs agricoles. L'exécutif bruxellois prévoit de parvenir à une conclusion avant la fin de l'année sur ce pacte commercial du Mercosur, qui comprend le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et la Bolivie, et qui a fait l'objet d'un accord de principe en 2019. Pour l'heure, 11 États membres sont susceptibles de le soutenir, parmi lesquels l'Espagne, la Suède, l'Allemagne ou encore les pays baltes. L'entrée de la Pologne, poids lourd de l'UE dans le camp des opposants à un accord en l'état, est une prise de choix pour Paris, après l'Autriche, dont le Parlement a voté contre l'accord fin septembre, ce qui laisse entendre que Vienne s'y opposera. Et aussi l'Irlande, dont le Premier ministre a pris position contre plus tôt dans l'année, même si cette position reste incertaine. Certes, il n'y a pas à ce stade de minorité de blocage, au moins 4 États membres représentant au minimum 35% de la population. Mais celle-ci pointe désormais son nez, sans compter que d'autres États membres hésitent encore à donner leur feu vert. C'est le cas des Pays-Bas, dont la ministre du Commerce a affiché de fortes réserves lors d'un récent Conseil des ministres européens, mais c'est aussi et surtout le cas de l'Italie, vers qui tous les regards sont désormais tournés, car son ralliement aux opposants fournirait le seuil nécessaire dont rêve la France pour bloquer l'accord. Néanmoins, cela ne sera pas simple. La péninsule est actuellement divisée entre son ministre de l'Agriculture, qui a déclaré être hostile à l'accord, et celui des Affaires étrangères, qui lui s'y est dit favorable, mais sans faire de dommages à l'agriculture italienne. Une chose est certaine, comme l'affirme l'eurodéputé, une fois n'est pas coutume, il dit quelque chose d'intéressant, Yannick Jadot, l'opposition de la France sera incontestablement une déflagration démocratique. En tout cas, il faut le souhaiter. Pour terminer, l'actu idéologique culturelle nous renvoie vers un article qui a été publié sur le site de la Fondation Jean Jaurès et qui s'intitule « Voyage dans la France hydroponique ». C'est le politiste Jérôme Fourquet qui a publié vendredi 22 novembre dernier une analyse sur les transformations culturelles spectaculaires en France, intitulée donc, on l'a dit, « Voyage dans la France hydroponique », avec une présentation globale qui donne le ton. Peut-on considérer que la France serait en voie d'hydroponisation ? Par cet emprunt au registre lexical de l'agronomie, Jérôme Fourquet saisit l'installation de pratiques nouvelles ou hybridées dans les paysages et les modes de vie en France. Tissu commercial américanisé, consommation de cannabis au détriment du vin, fête d'Halloween. Les exemples de ce changement de référentiel culturel sont nombreux. La principale transformation est bien l'américanisation de la vie et de la culture, que dénonçait déjà Maurice Thorez en mai 1946 à la suite des accords Bloom-Burns, qui signaient en réalité déjà le triomphe de l'impérialisme culturel états-unien. Selon Jérôme Fourquet, si le substrat historique affleure encore, on note également les indices du dépôt d'une couche culturelle yankee, résultat de l'américanisation désormais assez ancienne du pays. À Poitiers, le plus haut et le plus emblématique bâtiment du quartier d'habitat collectif des Couronneries, sorti de terre à la fin des années 1960, porte le nom de Tour Kennedy. La discothèque de Saint-Péret, devant laquelle la fusillade du 31 octobre dernier a eu lieu, où elle s'est produite, s'appelle D7. Jérôme Fourquet poursuit. L'américanisation en profondeur, tant sur le plan culturel, linguistique ou gastronomique, constitue une autre des facettes de l'hydroponisation du pays. Au fil des ans, une épaisse couche culturelle yankee s'est déposée, et le référentiel, le soft power en bon français, américain est omniprésent. Durant les dernières semaines, la fascination pour l'élection présidentielle américaine en a constitué une illustration des plus révélatrices. Cette année encore, les chaînes d'infos se sont mises à l'heure américaine, avec des envoyés spéciaux déployés dans les fameux swing states. Le téléspectateur a été abreuvé de commentaires des spécialistes du caucus de l'Iowa. Et dans la dernière ligne droite du scrutin, chaque nouveau sondage outre-Atlantique a été disséqué en plateau avant que les principaux médias tricolores se préparent à retransmettre en direct la nuit électorale américaine.
Cette fascination profonde de l'élite politique pour l'Amérique transparaît bien dans les propos d'un Arnaud Montebourg relatant une visite gouvernementale à Washington. Nous avons attendu dans cette pièce la fin des discussions des deux présidents seuls dans le bureau ovale. Il y avait une petite ambiance de fête entre nous, on était à la blague, comme si nous étions heureux d'être enfin là. Comme si l'aboutissement symbolique d'une carrière politique française ne pouvait se concevoir qu'à la Maison-Blanche, le plus contemporain du saint de tous les saints. Raison de plus, comme le fait le PRCF, pour combattre le tout anglais et l'impérialisme culturel yankee, qui menace de détruire la grande diversité culturelle partout dans le monde. Pour clôturer cette revue de presse, la Mémoire rouge rend deux hommages. Hommage à deux grands résistants. L'un est déjà mort il y a 80 ans, assassiné par la milice de Darnan. Marc Bloch, le grand historien qu'Emmanuel Macron a décidé de panthéoniser. Nous reviendrons à ce sujet dans une vidéo spéciale avec l'historienne Annie Lacroix-Rize, qui, elle, met à l'honneur Marc Bloch depuis des années, et qui a notamment validé l'analyse sans concession et cruelle de l'historien au sujet des traîtres à la patrie responsables de la défaite de 1940 dans l'étrange défaite. Un ouvrage célébré ces derniers jours, mais qui n'empêche pas les pseudo-historiens de qualifier Annie Lacroix-Rize, autrice notamment du choix de la défaite, qui au passage vient de reparaître dans une édition mise à jour, bien de complotiste. Il paraît qu'Annie Lacroix-Rize serait complotiste, quand bien même elle poursuit le travail de Bloch. L'autre résistant est toujours vivant, puisqu'il s'agit tout simplement de Léon Landini, président du PRCF, ancien combattant FTP-MOI et médaillé de la résistance par l'Union soviétique, et désormais titulaire de la médaille de l'amitié remise par l'ambassadeur de Cuba vendredi 22 novembre, comme le rapporte Initiative communiste. Dans le cadre des activités en ouverture de la 19e rencontre européenne de solidarité avec Cuba, le président de l'ICAP, Fernando González, et l'ambassadeur de Cuba en France, Otto Vaillant, ont remis la médaille de l'amitié décernée par le Conseil d'État à 5 amis historiques du mouvement de solidarité. La médaille de l'amitié est décernée par le Conseil d'État de la République de Cuba sur proposition de l'Institut cubain d'amitié avec les peuples, ICAP, en reconnaissance d'un parcours de solidarité avec Cuba et d'un attachement inconditionnel à la défense de la Révolution. Et parmi les décorés, Léon Landini, ce qui se justifie totalement, puisque depuis la fondation du PRCF en 2004, l'œuvre de solidarité et d'amitié avec Cuba, développée par le pôle sous l'égide de Landini, comprend le soutien politique à Cuba, dans le cadre de différentes campagnes de solidarité, la dénonciation de l'hostilité américaine, l'organisation de rassemblements et d'événements, la participation à diverses initiatives de défense de la révolution cubaine, et l'envoi de dons au pays. On se souvient beaucoup de la ville de Saint-Denis, où en 2005 a été organisée une grande rencontre de solidarité avec Cuba qui a rassemblé près de 1000 personnes venues de toute la France et de 16 pays européens. De 2010, alors que dans le cadre d'une intense campagne contre Cuba, ici en France, a organisé une manifestation d'environ 200 personnes devant le théâtre du Rond-Point, où se tenait une manifestation anti-cubaine. À la suite de cette action, plusieurs membres de l'organisation, dont Léon Landini, qui avait déjà plus de 85 ans, ont été arrêtés par la police. Cet hommage est donc amplement mérité et témoigne de la détermination des résistants à l'ordre euro-atlantique. Et si vous aussi vous souhaitez poursuivre la résistance contre le feu nourri, soutenez et rejoignez le PRCF en diffusant la revue de presse sur les différents réseaux sociaux, Instagram, X, Meta, Snapchat, etc. TikTok, bien entendu. Surtout, soutenez et rejoignez le PRCF sur le plan financier et puis sur le plan du militantisme. Consultez régulièrement Initiative communiste, abonnez-vous au journal Initiative communiste et à la revue Étincelle. Et nous comptons bien sûr sur votre soutien et votre combat, car face au feu nourri de l'ordre euro-atlantique, plus que jamais, nous devons faire front. Le combat continue, camarades.